Sophie, bonjour. Bonjour Karl. Alors, tu es réalisatrice et productrice de documentaires. D'ailleurs, les films Mauvais genre et Le Phallus et le Néant sont toujours visibles sur carlzero.tv. Donc, je vous invite à venir les voir. Ce sont des films formidables. Mais aujourd'hui, on va parler de ton livre, ce livre qui vient de sortir dans toutes les bonnes librairies et tous les réseaux de distribution existants. La psychanalyse est-elle une secte? C'est la question auquel tu réponds donc dans ce livre. Et c'est un vaste travail d'enquête puisque tu as rencontré un nombre incalculable de praticiens, de psychanalystes, d'apparentés, de psychologues, évidemment de clients de ces personnes-là. Et on ne va pas spoiler la réponse, on va s'intéresser à ce qui est lié à mon combat, celui des enfants. On va parler de la façon insidieuse dont bon nombre de psychanalystes ou apparentés, comme on le disait, ont fait croire à leurs patients que l'inceste, que la pédocriminalité, finalement, c'était pas si grave que ça, que c'était d'une certaine façon dans l'ordre des choses, si on suit Freud et derrière Lacan et d'autres encore derrière, à toi de jouer. Oui, alors ça, c'est ce que j'ai découvert en faisant ma longue enquête et enquête qui se poursuit aujourd'hui. Ça fait ces 10 ans de travail auprès de différents psychanalystes et puis d'un certain nombre de sa patientèle, leur patientèle. Au départ, en fait, Freud était persuadé que la sexualité posait problème à l'espèce humaine. Il y avait un truc avec la sexualité. Et dans sa première, au tout début, alors qu'il commençait à peine à inventer, il n'avait pas encore inventé la psychanalyse, mais il commençait à creuser. Il pensait que les femmes, enfin que les femmes qui allaient le voir, les névrosées, étaient névrosées parce qu'elles avaient subi des violences sexuelles dans l'enfance. Au début, il était là-dessus, Freud. Et puis, c'est ce qu'on appelle la première topique. Voilà, grosso modo, oui. Et en fait, il était très directif, il n'est pas du tout psychologue en fait, Freud. C'était un très mauvais hypnotiseur et il était très dans la suggestion, un peu un butor. Et d'une part, les personnes qui sont réellement victimes de violences sexuelles, elles n'ont pas forcément envie de se livrer à l'assaut d'un butor, raconter ce qu'elles ont subi. Donc il y a la même façon de faire, les méthodes qui convenaient pas forcément. Et puis c'était une explication unique à toutes les pathologies, ça convenait pas non plus, quoi. Et à un moment donné, on a ça dans sa relation avec Fliss, il change d'avis. Il se dit ma solution unique ne fonctionne pas, puisque ça reviendrait aussi, il se rend compte que ça reviendrait à criminer beaucoup d'hommes, beaucoup de pères, beaucoup de pontes, que ça allait lui être préjudiciable dans sa carrière. Et du coup, il change d'avis, il conserve l'élément sexuel en fait, mais il fait un twist, il le retourne dans son contraire. Et il dit finalement, ces femmes ne sont pas névrosées parce qu'elles ont été victimes de violences sexuelles, mais en fait, elles souffrent de pas avoir assumé en fait un désir sexuel pour l'adulte en tant qu'enfant en fait. Et c'est là qu'il crée le complexe d'Oedipe. Mais il est poussé à cela par la bonne société de Vienne de l'époque? Je pense pas qu'il est poussé à cela. Ça a été découvert par Jeffrey Masson qui a travaillé, qui était un psychanalyste au départ, qui a travaillé avec Anna Freud et qui a été à la mort de Freud, il a fait le premier travail. Il y a plein d'autres personnes qui l'ont fait aussi derrière lui, mais qui ont fait un travail d'exégèse des écrits de Freud. Et je pense que c'était plus confortable, on va dire, pour Freud, tout en conservant son idée initiale qu'il y avait quelque chose dans la sexualité qui posait problème en fait dans la vie psychique. Et en fait, c'était la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Ils étaient un peu tous obsédés par la sexualité. Enfin, c'était une période très particulière où on sortait de l'ère victorienne. Tout était extrêmement contraint, Puritain. extrêmement puritain. Et le curseur se déplaçait sans transition dans la débauche absolue. Il n'y avait pas de limite, en fait. Beaucoup de ministres se rencontraient dans les bordels et signaient des contrats dans les bordels. Et c'était une société extrêmement puritaine et à la fois extrêmement débauchée, sans complètement hystérique, en fait, sans contraste. Donc, Freud et la psychanalyse, au début, c'est un produit de cette vie-là, de cette pensée-là. Et puis aussi, côté très romantique des fin 19e siècle, il y avait un côté qui associait la sexualité à quelque chose de mortifère, une espèce d'amour de la mort, et bien toute une ambiance un peu particulière. Et du coup, il change d'avis, il dit non, c'est des fantasmes. Puis c'est vachement commode les fantasmes parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de preuves, on n'a pas besoin de. C'est la toute puissance de l'inconscient. Il suffit d'imaginer des trucs et de tirer les ficelles et hop, on peut prétendre absolument n'importe quoi. Et du coup, c'est là où ce qui a signé une violence mais considérable pour les personnes victimes d'inceste parce que du coup, tout a été traduit dans l'autre sens, dans le terme de... en fait, Freud, avec le complexe d'Oedipe,
il imagine un truc, une structure qui fait reposer sur un pseudo-désir d'inceste d'un enfant, petit garçon, petite fille pour ce parent. Il fait reposer là-dessus toute la construction de la psyché humaine. Toutes les pathologies découleraient de ça. Il n'y a rien d'autre, en fait, qui compte. C'est que ça. Donc, nous serions tous des enfants en demande d'action pédocriminelle à notre encontre, de la part de nos parents incestueux, voilà. ou ayant droit. Et quand on l'aurait vécu, ça serait pas très grave. Et quand on l'aurait pas vécu, on serait toujours en demande. Et du coup, on aurait une sexualité twistée, pour reprendre ton terme. Ouais. Alors pour Freud, en fait, au départ, le petit garçon, le modèle édipien, c'est un petit garçon. Et là, il le conçut un peu comme un virus désamorcé parce que c'est quand même important d'échapper à l'inceste pour Freud. Au départ, le Freud, il est pas complètement, il est pas très carré, mais il est pas non plus complètement pervers. C'est-à-dire qu'il dit le petit garçon, il éprouve du désir pour sa maman, mais en fait, il va y renoncer. Il sera névrosé, mais c'est grâce à ça qu'il devient un homme. Sa patientèle, elle est composée d'hommes adultes. Pour qui il va un petit peu tirer les ficelles pour leur faire admettre imaginer ce genre de truc, mais c'est désamorcé. Et en fait, il va commencer à construire le fait que l'Oedipe au féminin est pas pareil. L'Oedipe au féminin, c'est pas symétrique. Et chez Freud, en fait, la fille, il y a pas trop de la fille n'a rien à renoncer. Le petit garçon, il renonce au désir maternel parce qu'il a peur de perdre il a peur que son père la lui coupe. C'est aussi bête que ça. C'est énorme, c'est aussi énorme que ça. Mais la fille n'a rien à perdre puisqu'elle n'a pas de pénis. Et du coup, c'est pas grave si elle reste ancrée au désir d'inceste avec le père. Et il va commencer à insuffler l'idée que le désir d'inceste chez la fille, il est constructeur, en fait. Le garçon, il doit y renoncer pour être un individu adulte, etc. Ce qui fait qu'on peut, effectivement, il faut pas avoir de problématiques incestueuses pour se construire en bonne santé. C'est ça, tout le monde peut l'entendre. Mais chez la fille, il dit, finalement, c'est pas très grave si elle reste ancrée là-dedans. Voilà. Donc, commence à y avoir du poison, là, extrêmement insidieux, qui est mis là-dedans. Et puis là-dessus arrive Jacques Lacan, les lacaniens. Et arrive avant eux parce que Freud s'intéressait pas tellement aux enfants, il n'a pas analysé d'enfants. Il a analysé un seul garçon, un enfant, le petit Hans, par le biais de son père. Enfin bon, c'est un truc. Mais après, il y a toute une génération de femmes qui vont s'intéresser à la psychanalyse d'enfants et qui vont prêter des intentions incestueuses aux enfants en analyse. Ils vont parler directement aux enfants pour essayer d'insuffler leur désir d'inceste avec leurs parents, alors qu'ils sont enfants en train de vivre avec leurs parents. C'est dramatique, c'est une catastrophe. On a des écrits de Mélanie Klein, on a Françoise Dolto qui imagine que le désir de viol, toutes les filles passeraient à l'adolescence par un désir de viol et que ce serait constitutif du développement psychosexuel d'une femme. Imaginez le truc, c'est dramatique et ça fait évidemment le lit de de fait que la parole est verrouillée en fait, parce que pour pouvoir démêler les choses, aller en justice, se sentir assez fort lorsqu'on grandit, qu'on a vécu ces choses-là en tant qu'enfant, il faut pouvoir d'abord être entendu et soutenu par un psy, quoi. Si le psy rigole, dit non, dit certains rigolent, disent comme je l'ai montré dans mon film Le phallus et le néant, vous disent c'est un désir. Ils vont retourner le truc en disant non, c'est un désir que vous n'arrivez pas à assumer. Vous avez honte de ce désir, mais c'est pas vous. Ou alors c'est une idée qu'on vous a insufflée, que notre personne vous a insufflée. Donc en fait, c'est pas possible d'aller plus loin en fait. Et hop, le couvercle se referme. Ça veut dire que si on a été agressé quand on était enfant et que on s'en souvient et qu'on va voir un psy pour essayer de régler ça, il va vous dire quoi? Il va vous dire finalement, c'est dans l'ordre des choses. Ça dépend des psys. Et alors là, on parle de psychanalystes. Alors heureusement, tous les psychanalystes ne sont pas comme ça. Heureusement. Pour certains, en fait, ça fait partie du paysage et ils vont le maintenir à distance. La particularité des psychanalystes, c'est que les gens qui font une lecture fondamentaliste du freudo-lacanisme, il faudra revenir sur Lacan, dire en quoi Lacan a verrouillé les choses encore plus derrière. La particularité, c'est que les fondamentalistes, ils sont nombreux et ils ont du pouvoir en fait. Ils sont il y a des dissidents chez les psychanalystes, il y a des psychanalystes qui sont pas d'accord avec ça, pour qui ça fait partie du folklore, mais ils l'écoutent plus en fait. Mais ces gens-là sont pas très nombreux et ils se rendent pas compte de la toxicité de leurs collègues en fait. C'est fait que les psychanalystes n'ont jamais fait le ménage dans leur théorie.
C'est-à-dire ils ne font pas tous une lecture fondamentaliste de Freud et Lacan aujourd'hui au niveau de la théorie sexuelle, mais ceux qui ne le font pas se gardent bien de critiquer leurs collègues ouvertement. Ils n'ont jamais, aucun d'entre eux n'a écrit de livre pour dire ça va pas, il va falloir faire le ménage avec la théorie freudienne ou lacanienne. Lacan a apporté quoi par rapport aux Alors, enfants? il a sacralisé l'inconscient. Il lui a donné un tour de plus. L'idée que finalement, le but d'une analyse, c'est de fabriquer une analyse, c'est surtout de ne pas surseoir à son désir. L'idée, c'est que l'inconscient s'oppose à la conscience. L'inconscient, c'est asocial. L'inconscient, ce serait une espèce de démon qu'il faut libérer pour se sentir bien. Ne pas céder sur son désir, quel qu'il soit. Et l'inconscient ne veut pas forcément le bien de la personne, il ne veut pas le bien de la... Voilà. Et l'inconscient, bien sûr, c'est le psychanalyste qui tire le ficelle parce qu'il serait co-créé dans l'espace psychique, le cœur de l'analyse. Donc, en fait, quand vous avez des personnes qui viennent avec... qui sont déjà déstructurées, désaxées, déjà des gens potentiellement toxiques, bah, ils vont en fait y trouver une libération, quelque part une autorisation de passer à l'acte, en fait. Alors, je dis pas que tous les psychanalystes sont d'accord avec ça, hein, mais c'est quelque chose il faut pas céder sur son désir. C'est comme ça. Oui, alors il risque pas d'appeler le 119 quand il sort. Non, et on a fait une centaine de séances de mon film Le Phallus et le néant dans toute la France, et à chaque fois j'ai rencontré plein de victimes d'inceste, de viol, de personnes qui ont été en analyse parfois 10 ans, 20 ans, et toutes, elles m'ont raconté toutes que il a fallu des années pour que leur psychanalyste arrive à entendre ce qu'elle disait et se sentait très mal parce que ça vient en contradiction avec la théorie édipienne, selon qui tout ça vient d'enfant, donc l'enfant a du désir, donc finalement c'est dommage si ça arrive, mais finalement c'est l'enfant qui l'a désiré, donc c'est pas très grave si ça se produit, quoi. Et surtout ce serait constitutif. À la limite pour eux ce serait plus destructeur pour un garçon, mais ce serait constitutif, structurant chez une femme. Il y avait quelque chose de potentiellement comme ça. J'ai filmé une psychanalyste de 10 ans. C'est pire. Enfin, le regard incestueux d'un père sur sa fille lui permet de devenir une femme. Ça va aussi loin que ça, quoi. C'est littéralement effrayant. Mais alors, on peut pas ne pas se poser la question, est-ce que à qui profite le crime quand on crée cette théorie oedipienne? Est-ce que c'est pas pour favoriser la pédophilie? Ça a pour conséquence de favoriser la pédophilie. Je pense qu'au départ, c'était plus Ça part d'une bonne intention, tu vas me dire. Non, je pense que c'était plus l'idée de sidérer, de prendre le contrôle de l'esprit des gens en essayant de leur faire admettre un truc qui est impossible et qui va à l'encontre c'est des garde-fous fondamentaux, en fait. Il peut pas y avoir de désir d'inceste entre un enfant et ses parents, et ça n'existe pas, c'est impossible. Le fait de prêter par exemple, Freud disait que l'enfant qui tète sa mère, c'est prototype de toutes les jouissances et qu'il éprouve un orgasme quand il tète le lait de sa mère et tout. Bon, déjà, ça signe quelqu'un qui est quand même profondément désaxé quand même, hein, et qui est complètement hystérique dans sa traduction de la sexualité. Mais je pense que c'est plus prendre le contrôle de l'esprit des personnes, prendre le contrôle en les obligeant à admettre un truc qui est impossible, en fait, en essayant de défendre une proposition impossible. Quand vous forcez quelqu'un à admettre un truc impossible, après vous pouvez prendre le contrôle de cette personne et lui faire n'importe quoi, lui faire admettre n'importe quoi. Et je pense que c'est plus chez les lacaniens qu'on a retrouvé cette démarche, cette vision maladive de la sexualité. Mais je pense que c'était pas forcément intentionnel, c'est devenu intentionnel pour certaines personnes. Pas surtout les psychanalystes, hein, bien sûr. Hein. Et puis, il y a aussi des psychologues et des psychiatres TCCistes qui sont capables de commettre ces crimes. La particularité chez les psychanalystes, c'est que cette vision de la sexualité qui est complètement toxique, elle est inscrite dans la théorie, elle est appliquée dans la pratique, elle est enseignée. C'est quelque chose qui structure tout le mouvement, en fait. Et il y a des psychanalystes qui n'obéissent pas à ça, qui n'adhèrent pas à ça, mais c'est des dissidents, quelque part. Pour le reste, ça structure tout le mouvement. C'est ça la particularité. Donc, ça a contribué à donner, à faire open bar, en fait, à donner libre cours au penchant de tout un tas de gens. Donc, des personnes qui arrivaient, par exemple, à la fin des années 60, il y a beaucoup de personnes qui se destinaient à la prêtrise, qui devaient être curées, en fait, et qui ont décidé de faire un tour de divan pour voir s'ils étaient prêts et avant de devenir curés. Puis finalement, ils ont troqué la soutane pour la psychanalyse. Des personnes qui étaient très contraintes au niveau de la sexualité, pas en accord avec eux-mêmes. Finalement, le fait de libérer les portes de manière un peu intellectuelle, ça a pu permettre à certaines personnes de s'exprimer, de se libérer, mais des gens qui étaient assez structurés, qui n'ont pas forcément débordé, quoi.
simplement qu'on puisse s'exprimer, retrouver un peu un ancrage avec leur corps. Par contre, des gens qui étaient désaxés, qui étaient déjà sur le versant pédocriminel, bah, ils ont trouvé une légitimation pour passer à l'acte. Mais c'est devenu l'autoroute de trop. Et surtout, les avocats, à chaque fois qu'une personne est suspectée et traînée devant les tribunaux, les avocats, enfin, c'est open bar de se servir de la théorie psychanalytique pour les défendre. Bien sûr, parce que bien nommé pour les défendre. Le DIP, c'est un truc dont on entend parler tous les jours. En réalité, très souvent, on dit t'as pas réglé ton complexe de DIP, etc. C'est rentré dans le cerveau des gens véritablement. Comment on va le faire sortir, ce complexe, de la tête des gens? Il faut mettre en avant la psychologie scientifique. Il faudrait idéalement que les rares psychanalystes qui sont pas en accord avec ces pensées fondamentalistes osent le dire, osent l'exprimer, osent l'écrire, parce que c'est loin, on est loin du. Il y a eu 2-3 articles très très timides, mais franchement ils n'ont pas fait le ménage. Et puis, alors moi j'ai fait une émission de plateau sur ce qu'on sait sur le développement psychosexuel de l'enfant, ce qui est à jour de connaissances scientifiques là-dessus, pour dire que le DIP, c'est de la foutaise. En gros, c'est de la foutaise. Il faut arrêter de croire à ces vieux sages omnipotents qui sont pas omnipotents, qui sont pas sages et qui font le lit de choses extrêmement graves, en fait. C'est ce qu'on découvre dans ton livre, parce qu'il n'y a pas que le thème, évidemment, de la pédocriminalité ou de l'influence qu'a pu avoir Freud ou Lacan sur oui, un aspect. C'est beaucoup plus vaste que ça. Donc, on ne dit pas la réponse si c'est une secte ou pas une secte, la psychanalyse, mais enfin, on sent, comme tu as parlé de fondamentalistes, ça fait penser aux intégristes. Donc, on se dit, il doit y avoir un courant très fort à l'intérieur de la psychanalyse pour que rien ne change et qu'on soit toujours en 1880 ou 1890, quoi. Mais c'est ça qui pose le problème fondamentalement. À 10 ans d'écart, 20 ans, et là on est à un siècle d'écart, enfin tout évolue dans toutes les disciplines, ils évoluent. Sauf là-dedans. Voilà, on peut pas reprocher à Freud de s'être trompé et d'être un homme de son époque. Ce qui, par contre, beaucoup plus préjudiciable, c'est que les gens qui sont arrivés après ont refusé de remettre en question l'édifice. Et donc ils ont construit à partir d'un délire, ils ont reconstruit, ça mousse. C'est un délire qui mousse en fait. Et même ceux qui sont pas à l'aise avec ça, ils veulent pas en démordre en fait. Ils veulent pas. Et du coup, c'est facile de s'aveugler sur le fait que beaucoup de psychanalystes le mettent en pratique, notamment en couchant avec leurs patientes. J'ai eu des psychanalystes femmes qui me l'ont dit devant moi oralement. Et ça les choque, même si elles restent fondamentalement psychanalystes. Il y a des tas de choses qui sont choquantes. Encore une fois, il y a des psychologues et des psychiatres qui pratiquent les thérapies comportementales et cognitives qui dérapent aussi. Hein. C'est pas uniquement réservé aux psychanalystes. Mais la particularité des psychanalystes, c'est que ça légitime les conduites perverses parce que c'est inscrit dans la théorie, quoi. Sophie Robert, merci beaucoup d'avoir répondu à mes quelques questions. Achetez tous son livre, tous et toutes, bien sûr. Il est formidable. Merci Sophie et à très bientôt, que ce soit sur Karl Zéro Absolu sur YouTube ou sur Karl Zéro TV. Ah, il en est où la deuxième partie de Mauvais Genre? Il est en train de se monter. J'ai du retard, j'ai beaucoup de retard, mais il avance. Il avance tous les jours. On va le voir bientôt. Oui, ça va. Parce que là aussi, le transactivisme, il y a beaucoup à dire. Oui, à la rentrée. Merci Sophie. Au revoir, Karl.